Tous et bienvenue à cette troisième vidéo de la formation sur R. Aujourd'hui, on va parler de trois choses. On va commencer par le fonctionnement des fonctions en R. Ensuite, on va s'intéresser à quelques détails sur les scripts dont on n'a pas parlé la fois passée. Et enfin, on va terminer avec les extensions en R qu'on appelle les packages. Une fonction en R a toujours la même structure globale. Ici, on a un exemple avec la fonction sec. Vous avez le nom de votre fonction, ensuite vous avez des parenthèses, et à l'intérieur des parenthèses, vous avez ce qu'on appelle les arguments, qui sont séparés par des virgules. Ici, la fonction sec, c'est une fonction qui vous permet de créer une séquence qui va ici commencer en 1, qui va se terminer en 9, et qui va avoir des pas ou des incréments de 2. Donc lorsque j'exécute ma fonction, je vois que j'ai en sortie un vecteur qui est effectivement ce que je m'attends. Donc j'ai 1, 3, 5, 7, 9. Euh, les arguments précisent ce que vous voulez donner à l'intérieur de la fonction. Ces arguments ici, on les a nommés explicitement. Donc dans la définition même de la fonction sec, il y a un argument qui s'appelle from, un argument qui s'appelle to, un argument qui s'appelle by, et pour ces trois arguments, on leur donne, dans notre cas, les valeurs de 1, 9 et 2. Donc évidemment, il faut savoir comment les arguments de la fonction s'appellent, et pour ça, on pourra aller voir dans l'aide, ce qu'on expliquera juste après. Si on change l'ordre des arguments, ça n'a aucune importance. On voit en exécutant cette ligne de commande, tant que j'ai nommé les arguments, R comprend ce qu'il doit faire et donc on a bien exactement le même résultat. Je peux abréger les noms des arguments tant qu'il n'y a pas de confusion possible. C'est ce que j'ai fait ici. Et je peux aussi ne pas les nommer. Je peux en nommer une partie et pas une autre. Ça marcherait tout à fait aussi. Donc ce qu'on a fait ici, c'est le cas extrême où on n'a nommé aucun des arguments. Et dans ce cas-là, par contre, vous allez devoir les mettre dans le bon ordre. Donc la fonction sec a certains arguments qui sont dans un certain ordre, et donc vous devez respecter cet ordre-là. Donc pour connaître ça, on peut regarder dans l'aide. On va d'ailleurs le faire tout de suite en exécutant cette ligne de commande. Je reviendrai là-dessus après. On voit que le premier argument c'est from, le deuxième c'est to, le troisième c'est by. Donc il faut respecter cet ordre-là. Si je ne nomme pas les arguments, il faut que je respecte cet ordre-là. C'est ce que je fais ici, donc sec 1, 9, 2. Et donc on voit que si je ne respecte pas l'ordre, ce que je fais avec la ligne 14, eh bien il me renvoie une erreur. Tout simplement parce qu'il essaie de faire autre chose que ce que je lui ai demandé de faire. On passe justement à l'aide. Ici, on l'a obtenu en exécutant cette ligne de commande. On peut ici exécuter ce type de ligne de commande. Donc soit point d'interrogation, le nom de la fonction, soit help, et à l'intérieur des parenthèses, le nom de la fonction. Les deux marchent tout à fait de façon équivalente. Ou bien vous allez dans l'onglet help ici. Ensuite, vous tapez le nom de votre fonction. Ici, on va en mettre une autre, round, qu'on verra par la suite. Et vous voyez que il y a une description de la fonction. Dans la partie usage, vous avez, je vais revenir sur sec parce que c'est plus explicite, c'est peut-être mieux pour comprendre. Vous avez les différents arguments qui interviennent et vous avez ce qu'on appelle les valeurs par défaut. Les valeurs par défaut, c'est l'idée que, en fait, vous avez plein d'arguments que vous n'utilisez jamais dans la fonction. Donc ici, on a parlé des arguments from, to et by, mais en fait, il y a aussi un argument length out et along with, dont on n'a absolument pas parlé. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont restés à leur valeur par défaut. Ici, tous les arguments ont une valeur par défaut, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne donne aucun argument dans ma fonction, je dois mettre les parenthèses, mais je ne lui précise aucun argument, eh bien, il va me donner un résultat. Et ce résultat ici, c'est dans ce cas-ci, ce qui est par défaut, c'est from égale 1, to égale 1. Donc j'ai une séquence qui commence en 1 et qui se termine en 1. Ok, donc vous pourriez avoir tout à fait, et je vais remettre la fonction round parce que c'est certainement le cas, effectivement, vous avez ici, dans la fonction round, vous avez deux arguments, et il y en a un qui a une valeur par défaut et l'autre qui n'a pas de valeur par défaut. Ok, donc au niveau de l'aide, vous avez une précision dans la section arguments de tous les arguments et de ce qu'ils font. Vous avez ensuite des détails qui sont donnés sur la fonction. Vous avez tout plein de précisions et vous avez toujours à la fin
cette partie ici, also, qui vous donne des fonctions qui sont assez proches ou qui sont souvent utilisées de pair avec celle-ci. Et vous avez aussi des exemples pour vous aider à utiliser cette fonction. Je vous invite aussi à regarder sur Internet. Il y a une communauté R qui est très développée. Sur des sites comme Stack Overflow par exemple, vous aurez des réponses à la plupart des questions que vous vous posez qui existent déjà. Donc il suffit de regarder sur Internet, vous avez certainement déjà la réponse à la question que vous pouvez vous poser. Donc n'hésitez pas à explorer cette piste-là aussi. On passe maintenant aux fonctions qui vont vous être utiles durant, une partie des fonctions qui vont vous être utiles durant ce cours. Et on va commencer par la fonction rep. Fonction rep qui vous permet de répéter tout simplement un certain nombre de fois. Donc le premier argument, c'est le nombre que vous voulez répéter. Et le deuxième argument, c'est le nombre de fois que vous voulez le répéter. On peut complexifier un peu en donnant un vecteur qu'on veut répéter. Donc ici, c'est le vecteur 0,1 qu'on va répéter 5 fois. Dans la construction à la ligne 28, ce qu'on a, c'est qu'on va répéter la valeur 0, on va la répéter 5 fois, et la valeur 1, on va la répéter 2 fois. C'est comme ça que ça fonctionne si je mets un vecteur de part et d'autre de la virgule ici. Donc il répète cette première valeur ce nombre de fois là, et il répète cette deuxième valeur ce nombre de fois là. C'est bien ce qu'il fait. On a 5, 0, et puis 2, 1. Une autre fonction qui est utile, c'est celle que j'avais dans l'aide ici, c'est la fonction round qui vous permet d'arrondir. Imaginons que j'ai un nombre, ici je l'ai assigné dans un objet, mais je pourrais le mettre directement dans la fonction, c'est 0.555, et round va me servir à l'arrondir. Donc le premier argument, c'est l'objet que je veux arrondir, et ensuite c'est le nombre de décimales que je veux garder. Donc ici je vais garder une seule décimale, donc je vais avoir logiquement 0.6. Vous pouvez avoir ce deuxième argument qui peut être égal à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si vous arrondissez à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez arrondir à l'unité. Une autre fonction utile, c'est la fonction sort qui, comme son nom l'indique, vous permet d'ordonner un vecteur, soit du plus petit au plus grand, donc en ordre croissant, soit en ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Et encore une fois, vous avez un paramètre, plutôt un argument, qui vous permet de gérer ceci. Par défaut, il va faire une série croissante, c'est-à-dire que par défaut, cet argument decreasing va être égal à false. Donc on peut le tester pour vérifier. Je nettoie juste la console avant. On voit lorsque je fais sort x qu'il est bien ordonné du plus petit au plus grand. Et donc, si je fais sort avec decreasing égale false, évidemment, je vais avoir exactement la même chose. Parce que c'est la valeur par défaut de mon argument. Par contre, si maintenant je mets decreasing égale true, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une série décroissante. Une autre fonction utile, c'est la fonction order. Alors, pour comprendre bien le fonctionnement de order, je vous invite à partir de l'exemple. Donc on a x. Que fait order de x? Eh bien, il répond à la question à quelle position se trouve la nème plus petite observation. Et donc il fait ça pour la plus petite observation, la deuxième plus petite observation, la troisième plus petite observation, jusqu'à la plus grande observation. Donc ici, c'est quoi? C'est pourquoi 2? Parce que la plus petite observation se trouve à la deuxième position. En effet, moins 1 se trouve effectivement à la deuxième position de mon vecteur. Et du coup, la plus grande observation se trouve bien à la quatrième position, puisqu'il s'agit de la valeur 6 ici. Lorsqu'il y a des ex-aequo, ce qui est le cas avec le 2, vous voyez qu'il donne d'abord la première position, donc la position 3, et puis il donne dans un deuxième temps la deuxième position, position 5. Alors, pour mieux comprendre cette fonction, le mieux c'est de comprendre son utilisation. On utilisera la fonction order lorsqu'on voudra ordonner un vecteur en fonction d'un autre. C'est ce qu'on fait ici. On a deux vecteurs, un vecteur poids et un vecteur taille, qui correspondent aux 10 mêmes individus. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est ordonner le vecteur taille en fonction du vecteur poids. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir la taille des individus, et ce vecteur de taille va être ordonné tel que le premier élément de mon vecteur correspondra à l'individu qui a un poids le plus faible,
le dernier élément du vecteur correspondra à la taille de l'individu qui a un poids le plus élevé. Donc, si j'exécute cette ligne de commande, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, vous verrez bien que 174, c'est la taille de l'individu qui a un poids le plus faible. Pour bien que vous ayez compris, posez-vous cette question. Si j'ai le même vecteur à l'intérieur et à l'extérieur de order, qu'est-ce qui se passe? Première question. Donc ici, je fais taille, order, taille. Qu'est-ce qui se passe? Et deuxième question, quelle autre fonction est-ce qu'on a vue précédemment me permet de faire exactement la même chose, plus directement? Donc répondez à cette question. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à vous entraider ou à m'envoyer un email, mais je vous laisse réfléchir par vous-même. Une autre fonction qui n'a pas quelque part une tête de fonction, parce qu'elle a une construction un peu particulière, c'est la fonction in. Elle a un fonctionnement un peu particulier parce que euh, la plupart du temps, vous l'utiliserez sans parenthèse. Vous l'utiliserez de cette façon-ci. Toujours est-il qu'en réalité, c'est une fonction. On ne dirait pas une fonction, mais c'est une fonction. À quoi ça vous sert? Ça vous sert à vérifier si une certaine valeur se trouve dans un vecteur ou pas. Donc, rappelons-nous, on a le vecteur précisé ici dans la console. On a une valeur d'intérêt qui est 2. On veut vérifier si 2 se trouve dans le vecteur ou pas. Et donc ici, il vous donne une réponse pour l'entièreté du vecteur. C'est-à-dire qu'il regarde, est-ce que dans l'entièreté du vecteur se trouve au moins une fois la valeur 2? Oui, non. Et c'est la réponse à cette question-là qui est donnée dans cette ligne de commande. Évidemment, vous pouvez vouloir tester pour plusieurs valeurs. Non plus 2, mais dans l'exemple à la ligne 59, on va vouloir tester pour 4 et 1. Et donc vous allez avoir une réponse pour le 4 et une réponse pour le 1. C'est ce qu'on a ici. La réponse pour 4 est positive, la réponse pour 1 est négative, puisque 4 se trouve bien dans le vecteur x, mais que 1 ne se trouve pas dans le vecteur x. En conclusion, lorsque vous utilisez ce type de construction, à la sortie, donc en résultat de cette ligne de commande, vous aurez toujours quelque chose qui a la même taille que ce que vous avez précisé à gauche, puisque ça reprend en fait la réponse à la question, est-ce que chaque élément de ce que j'ai précisé à gauche se trouve dans x? Oui, non. Et la réponse est oui, non, pour chaque élément que vous lui précisez. Une autre fonction utile est la fonction if-else. À quoi sert la fonction if-else? Eh bien, lorsque vous avez un vecteur et que sur base de ce vecteur, vous voulez effectuer des opérations différentes en fonction d'une opération logique. Donc ici, on a toujours 3 arguments. Le premier, c'est le test logique que vous allez effectuer. Donc ici, x plus grand ou égal à 0. Et qu'est-ce que ça me donne ça? Ça me donne un vecteur de la même taille que x, évidemment, et qui me donne un vrai pour tout élément qui est plus grand ou égal à 0. Donc ce que va faire la fonction if-else, c'est qu'elle va appliquer un traitement aux éléments pour lesquels c'est vrai, et elle va appliquer un autre traitement pour les éléments pour lesquels c'est faux. Le traitement qui est appliqué pour les éléments pour lesquels c'est vrai est précisé dans le deuxième argument. Le traitement pour les faux est précisé dans le troisième argument. Dans notre cas, qu'est-ce qui va se passer? Vous le voyez bien. Lorsque j'exécute, vous voyez que les éléments qui étaient plus grands ou égaux à 0, on leur retire 1. Les éléments pour lesquels ce n'est pas le cas, donc évidemment les éléments négatifs, on leur rajoute 1. Alors un cas particulier évident, c'est lorsque vous vous dites, mais j'ai pas envie de changer les éléments négatifs. Évidemment, c'est tout à fait possible. Il suffit de remettre x. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai, dans le cas où x est positif ou égal à 0, je retire 1, et sinon je garde x. Donc évidemment, ça c'est un cas particulier qui est tout à fait permis. J'ai juste changé un truc en trop, je reviens là où j'étais. Ok, alors il n'y a aucune contrainte dans le sens où vous êtes obligé d'utiliser le même vecteur à travers if-else. Vous pouvez tout à fait jouer sur plusieurs vecteurs. Donc vous pouvez avoir une condition qui porte sur le vecteur de poids et le traitement qui est effectué sur le vecteur taille. Ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir, encore une fois, une opération logique qui est effectuée ici. On regarde si le poids est strictement plus grand que 80. Et pour les éléments, pour les individus pour lesquels c'est vrai, pour les individus qui ont un poids supérieur à 80 kg, on va multiplier la taille par 2
Et sinon, on va diviser par la taille par 2. Évidemment, ça n'a aucun sens, c'est juste pour vous donner un exemple. Une autre fonction utile est la fonction paste. La fonction paste va vous permettre de coller quelque part des chaînes de caractères. Un exemple classique qui vous permet de bien comprendre, c'est vous avez un vecteur qui reprend des prénoms d'individus, un vecteur qui reprend leur nom. Vous voulez coller ces deux vecteurs de sorte à avoir un nouveau vecteur qui reprend prénom et nom dans la même chaîne de caractères. La fonction paste vous permet de le faire très facilement. On a ici un vecteur de prénom, un vecteur de nom, et je vais les coller avec la fonction paste. Vous voyez que le résultat de ça, c'est bien les prénoms et noms de chacun des individus. Vous pouvez ajouter un séparateur. Alors le séparateur, c'est quoi? C'est simplement ce qui va séparer les deux chaînes de caractères lorsqu'elles sont collées, et ça, c'est du coup un tiré vers le bas qui a été utilisé lorsque j'ai changé sep au tiré vers le bas. J'en profite pour dire qu'en pratique, vous voyez que j'utilise ces fonctions et certains arguments, je leur précise le nom. Donc j'utilise les arguments nommés pour certains paramètres et j'utilise pas les arguments nommés pour certains paramètres de base. Donc quand vous utiliserez ce genre de fonction, en fait, de base, vous allez pas mettre d'arguments nommés pour vraiment pour les arguments de base de la fonction. Et puis pour les arguments un petit peu plus spécifiques, vous aurez tendance à utiliser à chaque fois le nom pour ne pas vous tromper, parce que sinon vous devez évidemment respecter l'ordre qui est donné dans la fonction. Une fonction qui est évidemment utile lorsqu'on veut faire un minimum de maths ou de stats, c'est pour calculer une somme, et on va suivre avec tout ce qui est minimum et maximum. C'est tout simplement la fonction sum qui permet de faire ça. Donc vous avez un vecteur ici, je calcule la somme, et le résultat est donné évidemment directement. Un cas particulier, c'est lorsque vous avez des valeurs manquantes. Donc imaginons maintenant que je change la deuxième valeur et je lui applique un NA. Donc ça veut dire que la deuxième observation est désormais une valeur manquante. Si je fais maintenant la somme, eh bien, il me donne en sortie une valeur manquante. Donc ce qu'on voudrait faire en fait lorsqu'on a ce genre de situation, c'est souvent négliger les valeurs manquantes. Évidemment, on ne peut pas les inventer, hein, on ne va pas remplacer la valeur manquante par une valeur, on ne sait pas quelle valeur c'est, mais on veut juste les négliger. Donc on veut juste mettre cette observation de côté, calculer la somme pour le reste des observations. Et encore une fois, évidemment, il y a un argument qui permet de faire ça. Cet argument, c'est l'argument na.rm, qui veut dire quoi? Qui veut dire na.remove. Donc c'est est-ce que je retire les na avant de calculer la somme ou pas? Vous l'aurez peut-être déjà compris, sa valeur par défaut c'est false. C'est pour ça que ici il me donne na comme réponse. Donc pour bien s'en rendre compte, mettez na.rm égale false. Ici j'abrège avec f. Vous voyez bien que ça me donne na. Donc la valeur par défaut de na.rm c'est bien false. Par contre, si vous mettez true, bah évidemment, il va négliger l'observation manquante et il va calculer la somme qui est maintenant de 14. Ok. Une autre fonction intéressante dans le même registre, c'est pour calculer un minimum. Et évidemment, la logique sera exactement la même pour un maximum, donc je ne la vois pas ici. C'est exactement la même logique. Vous avez le vecteur qui nous intéresse et potentiellement, si ça s'applique, l'argument na.rm a changé. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, pour rappel, le vecteur x, il a changé, hein, puisque j'avais un moins 1 ici, maintenant c'est na. Donc, le minimum, c'est quoi? C'est 2. Une autre fonction, c'est pour avoir la position du minimum, donc pour avoir le argmin, si vous voulez. C'est la fonction which.min. Petite chose un peu perturbante, ou en tout cas dommage, c'est si le minimum n'est pas unique, ce qui est le cas ici, il y a deux positions pour lesquelles le 2, qui est le minimum, est atteint, il ne vous remet que le premier. On voit ici, 2 est bien atteint en position 3 et 5, il vous donne comme réponse 3. Si vous voulez l'entièreté des positions où le minimum est atteint, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez utiliser la fonction which, qui est une fonction en fait beaucoup plus générique que which.min. Which, c'est une fonction qui vous permet de retirer les positions où vous avez des vrais en fait. Donc pour clarifier, ce que j'ai à l'intérieur ici, c'est un test logique qui regarde si chaque élément de x est égal au minimum de x. Et donc ça c'est quoi? C'est un vecteur avec des vrais et des faux. Et un na à un certain moment. Which néglige les na,
D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que dans which_min, vous ne devez pas préciser l'argument na.rm. Dans which non plus, du coup. Donc, il va juste reprendre quoi? Il va reprendre la position des éléments pour laquelle j'ai un vrai, pour lesquels j'ai un vrai. Et donc ici, c'est 3 et 5. Donc si j'exécute la ligne de commande, ici j'ai bien l'entièreté des positions où le minimum est atteint. Je vous laisse voir par vous-même ces différentes fonctions. C'est des fonctions qui sont importantes, hein, donc vous devez les voir par vous-même. Mais elles sont relativement simples. De toute façon, elles sont expliquées clairement dans le bookdown. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais c'est un bon exercice que vous les voyez par vous-même, que vous manipuliez l'aide si vous avez des soucis. Ça vous permettra de vous familiariser avec ces différents outils. La question que vous pouvez vous poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut créer notre propre fonction et comment est-ce qu'on fait? Évidemment, la réponse est oui. Donc c'est très facile de créer sa propre fonction et ça va toujours impliquer la même construction. La première chose à faire, c'est de trouver un nom pour votre fonction. Donc là, vous choisissez. Ici, on va créer une fonction qui va calculer l'IMC. J'appelle ça donc IMCF. Et vous allez lui assigner cette construction qui commence toujours par function. À l'intérieur des parenthèses, vous avez les arguments que vous choisissez, qui vont être les arguments de votre fonction. Donc ici, vous choisissez n'importe quoi, hein. Le nom n'a aucune importance. Ici, j'ai un argument qui s'appelle taille et TIL, un argument qui s'appelle poids, et puis un argument qui s'appelle D. Vous pouvez préciser des valeurs par défaut. Ici, je l'ai fait en disant que par défaut, le D vaut 2. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le corps de la fonction, qui se trouve dans des crochets. Donc les crochets servent à indiquer quand commence et quand se termine le corps de votre fonction. Le corps de ma fonction, c'est toute une série de calculs, hein. Ici, on n'a que deux lignes, mais il pourrait y en avoir 100, 150, 200, 1000. Et c'est tout simplement les différentes opérations qui vont être effectuées par votre fonction. Qu'est-ce que l'utilisateur va avoir à la fin? Eh bien, est-ce qu'il va avoir tout ce qui a été calculé entre-temps? Donc, est-ce qu'il va par exemple avoir taille.m comme objet qui va être sauvé dans son environnement? Non. Ce qui va se retrouver dans l'environnement de l'individu, c'est tout simplement ce que je dis à ma fonction de retourner grâce à return. Et donc ça, c'est tout simplement ce qui va être retourné par ma fonction. Et ici, c'est l'objet qui m'intéresse, c'est-à-dire l'IMC. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, lorsque j'appelle ma fonction IMCF, déjà je vais exécuter ce code pour vous montrer. Donc, j'ai une fonction qui s'est rajoutée dans mon environnement. Et comment ça marche? C'est très simple, hein. Donc, j'ai un vecteur de taille, un vecteur de poids. Je fais IMCF taille poids. Et vous voyez qu'il a calculé en utilisant le vecteur taille à la place de TIL ici. Et il a utilisé le vecteur poids à la place de POI ici. Ce que je veux dire par à la place de, c'est comme si on avait pris les lignes de commande ici et qu'on avait remplacé TIL par taille correctement écrit, on va dire, et POI par poids correctement écrit. Encore une fois, la même logique que pour les fonctions de base de R s'applique, hein. Donc vous pouvez ne pas nommer les arguments, mais vous devez respecter l'ordre. Si vous ne voulez pas respecter l'ordre, vous devez nommer les arguments, c'est ce qu'on a fait ici. Donc évidemment, les deux appels donnent exactement le même résultat. Alors il y a une façon interactive de créer une fonction. Donc ce qu'on va faire, c'est que, hop, ça, on bouge. En fait, vous pouvez juste sur base du corps de votre fonction, créer la fonction en utilisant les menus de RStudio. Donc vous devez sélectionner votre code. Ensuite, vous allez dans le menu code, puis dans extract function. Et là, vous devez lui donner un nom. Je lui donne le nom IMCF2. Et vous verrez que le code va être créé lui-même. Vous voyez que le code a été créé. Alors pour bien faire, il aurait fallu mettre le return aussi. Parce qu'il ne l'a pas rajouté lui-même. Et deuxième chose, évidemment, dans ce genre de cas, il n'y a pas de valeurs par défaut qui sont précisées. Donc vous devez corriger par vous-même pour avoir le bon résultat, donc ce que vous voulez. J'ai terminé plutôt avec les fonctions. Je passe au script. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit avec les scripts? On n'a pas parlé de la fonction source. Donc la fonction source, elle vous permet de faire quoi? Eh bien, imaginez que vous avez
vous utilisez R de façon intensive et vous avez un script où il y a plein de fonctions annexes que vous avez définies vous-même et qui polluent votre script dans le sens où il devient illisible. Il y a des milliers et des milliers de lignes de code. Euh, Ce que vous pourrez vouloir faire, c'est de reléguer toute une série du code qui est plus calculatoire dans un code annexe et exécuter en une seule ligne de commande tout ce code qui est stocké dans ce fichier. C'est ce que j'ai fait ici. Alors évidemment, il n'y a pas plein de lignes de commande, hein, c'est juste pour l'exemple. On a ces lignes de commande qui sont stockées dans ce que j'ai appelé fichier auxiliaire.r, donc c'est un autre script R, et je vais vouloir exécuter l'entièreté je vais vouloir exécuter l'entièreté de ce fichier. Alors, comment est-ce qu'on fait? En utilisant la fonction source. Alors, la fonction source, généralement, vous allez avoir une ligne qui ressemble à ceci. Vous allez voir chez moi, lorsque j'exécute cette ligne de commande, ça fonctionne. Si vous exécutez cette ligne de commande chez vous, normalement, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? En fait, pour vous montrer ceci, je vais tricher et changer ce qu'on appelle le répertoire de travail. On verra tout ça juste après. Et là, je vous montre que si je veux sourcer le fichier, maintenant, ça ne marche plus. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit en fait que le fichier n'existe pas. En fait, le fichier, il existe, il est bien ici. Le problème, c'est que R ne cherche pas au bon endroit. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir lui préciser l'entièreté du chemin de fichier. Et donc, dans les guillemets, là, je ne vais pas juste avoir le nom du fichier, je vais avoir l'entièreté du chemin qui est précisé ici. Et donc ça, évidemment, ça dépend d'où vous avez mis le fichier chez vous. Donc vous devez aller dans votre explorateur de fichiers. Vous devez récupérer le chemin de fichier, copier, coller et aller le mettre là-dedans. Attention qu'en Windows, vous aurez des slash dans l'autre sens. Si vous faites votre copier-coller, vous aurez quelque chose du style comme ceci. Si vous exécutez sans changer, ça ne marchera pas. Donc vous devez vraiment changer tous les slash pour qu'ils soient en forward slash et pas en backward slash. Et puis après, vous pourrez exécuter votre ligne de commande et là, vous verrez, ça va marcher sans problème. Alors, donc ça c'est pour ce qui est de la fonction source. Donc ça me permet d'illustrer l'importance du répertoire de travail. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que mon répertoire de travail, il était au bon endroit dès le départ. C'est pour ça que je l'ai changé après pour vous montrer que ça ne fonctionnait pas. C'est quoi le répertoire de travail? C'est là où R va chercher de base. Ce que je veux dire par de base, c'est là où R va chercher si vous ne lui précisez pas de chemin de fichier. Donc lorsque je dis source fichier auxiliaire.r, il regarde ça dans mon répertoire de travail. Comment est-ce que je sais où se trouve le répertoire de travail? Eh bien, il y a une façon très simple, c'est en utilisant la fonction getWD. Et là, il vous dit que c'est dans Home. Donc il n'y a pas d'argument à les préciser, hein, c'est juste la getWD avec les parenthèses, c'est tout. Ou bien vous regardez ici, dans la partie grise de votre console, en fait, vous avez votre répertoire de travail qui est précisé. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on le change? Alors, j'ai fait un petit spoiler il y a quelques minutes, puisque vous avez vu que je l'ai changé. Je l'ai changé en utilisant la fonction setWD pour setting the working directory, donc pour en fait changer le répertoire de travail. Et donc, vous devez simplement lui mettre à l'intérieur des guillemets, donc comme argument de votre fonction, le chemin de fichier, exactement comme on l'a fait précédemment, à part que c'est pas justement le chemin de fichier, c'est plus un chemin de dossier, pardon. Donc il n'y a pas de, ça pointe bien vers un dossier et pas vers un fichier précis. Donc à partir de ce moment-là, je change mon répertoire de travail. Vous voyez que ici ça a changé. Et là, lorsque je source, il n'y a pas de problème, tout fonctionne parfaitement. Je ne vais pas dans les détails là-dessus, il y a plus de précisions dans le bookdown qui sont données. Si vous voulez faire ça de façon interactive avec l'interface RStudio, tout ça est possible. Je vous laisse découvrir ça à travers le livre HTML. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant le TP. On passe maintenant au package. Alors c'est quoi un package? C'est une extension qui a été créée par quelqu'un. Alors ça peut être n'importe qui. Vous pouvez créer vous-même des packages en R et les mettre à disposition de tout un chacun.
Ceux dont on va parler dans ce cours-ci, ce sont des packages qui ont été vérifiés, qui sont disponibles directement à travers l'interface de R et donc à travers ce qu'on appelle CRAN, qui est l'endroit où on a tous les packages officiels de R. Lorsque vous avez un package, vous avez toujours trois étapes. La première, c'est d'installer le package. Donc, vous téléchargez depuis Internet, vous l'installez sur votre PC. Et ça, c'est quelque chose que vous allez devoir faire une fois. Évidemment, si vous changez de PC, vous allez devoir le faire à nouveau, mais sinon, vous ne le faites qu'une fois. Par contre, la deuxième étape, vous allez devoir la faire à chaque session RStudio. À chaque fois que vous ouvrez RStudio, vous devrez faire cette étape qui correspond à charger le package dans votre session. La troisième étape, c'est tout simplement de vous renseigner. Et comment vous renseigner? Mais encore une fois, il y a une aide directement dans RStudio, mais il y a aussi, encore une fois, une grande documentation qui est disponible sur Internet. Pour certains packages, des tutoriels sur YouTube, euh, des forums d'aide, etc., etc. Pour l'installation, c'est très facile. Il y a la fonction install.packages. Et ce que vous devez mettre comme argument de cette fonction, c'est tout simplement le nom du package. À l'intérieur de guillemets, n'oubliez pas ici de bien mettre les guillemets. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va installer le package qui s'appelle ggplot2. Donc, il va le télécharger depuis Internet et il va l'installer. Donc, c'est un package qu'on va utiliser. ggplot2, c'est un énorme package en R pour lequel d'ailleurs il y a énormément de documentation, dont des tutoriels sur YouTube. C'est un package qu'on va utiliser donc et qu'on va installer grâce à cette commande. Donc lorsque j'exécute ceci, bon là il me dit qu'il est déjà chargé dans ma session parce qu'il est déjà installé chez moi, donc normalement vous n'aurez pas ceci. Et vous voyez quand j'ai cliqué, quand j'ai exécuté ma commande, un message en rouge qui s'affiche, vous voyez ici une sorte de message stop, c'est tout simplement pour vous dire que R est en train de travailler. Alors ça peut amener beaucoup de confusion au début, parce que c'est du rouge partout, et que c'est la couleur qui est utilisée pour les erreurs et les avertissements. Ici, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun message d'erreur qui est apparu, il aurait pu y en avoir, hein. Il y a parfois des messages d'erreur lorsque vous installez des packages, ça arrive. Ils auraient été en rouge aussi d'ailleurs, donc ça rajoute à la confusion. Mais ici, on n'a pas de message d'erreur, tout s'est bien passé. Et vous voyez qu'il vous dit que les packages ont été installés à un certain endroit. Deuxième étape, c'est de charger mon package dans RStudio et vous le faites avec la fonction library. Et là, vous lui précisez le nom du package sans besoin de mettre les guillemets. Alors, il y a plus de précision dans le bookdown, encore une fois, donc dans le livre HTML. Je ne vais pas dans les détails, ici je le fais sur base des fonctions. Encore une fois, vous pouvez le faire sur base de l'interface de RStudio. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette dissociation entre l'installation et le chargement? Il faut bien comprendre que si vous utilisez R de façon un minimum intensive, vous allez avoir beaucoup de packages. Moi, par exemple, j'ai plus de 250 packages. Ça veut dire que, imaginez s'il doit à chaque fois que j'ouvre RStudio charger tous ces packages, ça va prendre plusieurs minutes, ce qui est complètement inutile, puisque la grosse majorité des packages, c'est très possible que je ne les utilise pas durant cette session. Donc, dans un souci d'économie, de temps, de calcul ordinateur, on va dire, RStudio ne charge que certains packages de base dès le départ. Encore une fois, plus d'informations sont données dans le livre HTML. Plusieurs packages qu'on juge nécessaires, en tout cas basiques. Et sinon, les autres, vous devez les charger manuellement, comme je viens de le faire pour le package ggplot2, grâce à la fonction library. Alors, comme pour les fonctions, vous avez une aide qui est disponible ici avec la fonction help. Et vous voyez que j'ai une aide pour le package qui comprend plein de fonctions. Et donc, en gros, ici, vous avez une table des matières avec toutes les fonctions du package. C'est une aide qui est précisée, qui est basique, hein. Je vous conseille pas nécessairement de vous baser... en tout cas, je vous conseille pas de vous baser uniquement là-dessus. Encore une fois, il y a de la meilleure documentation qui est disponible sur Internet. Il y a même déjà de la meilleure documentation qui est disponible ici. Vous avez ici User Guides, Package Vignettes. Alors les vignettes, c'est quoi? Les vignettes, c'est de la documentation qui a pour, pas tous les packages, mais pour une bonne partie des packages, en tout cas ceux
les plus développés et les plus récents. Les vignettes, c'est quoi? Ce sont des, euh, des textes du type, vous avez des exemples, vous avez des parties de code, et donc c'est beaucoup mieux commenté, beaucoup plus visuel, beaucoup plus agréable à lire que ce que vous voyez précédemment, quoi. Donc c'est vraiment pour avoir une aide beaucoup plus visuelle. Mais encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sur Internet pour avoir plus de détails. Voilà, ceci clôture le chapitre 3. N'oubliez pas de voir les exercices qui sont disponibles à la section 3.4 du livre HTML pour vous aider.